et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour les top et flop de 2020. Donc j'avais envie de vous faire des mentions honorables entre guillemets avant d'entamer le top 10. Parce qu'il y a certaines lectures, franchement, j'avais envie de vous en parler et elles n'intégraient pas forcément un top 10, c'est pas forcément des coups de cœur, mais c'est des très bonnes lectures, assez originales pour qu'elles intègrent ce top générique de 2020. Donc la mention spéciale originalité, c'est pour Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, que j'ai lu en audio au tout début 2020. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper original. C'était une façon de faire assez particulière, puisqu'on va revivre la même journée avec différents personnages et essayer d'apprendre qui a tué Evelyn Hardcastle. Ouais, c'est prenant, c'est bien ficelé, c'est vraiment très captivant et un peu perturbant aussi par moments, mais franchement une bonne lecture et il est pas mal passé sur les réseaux et franchement je comprends pourquoi. J'avais vraiment bien accroché à cette lecture. La deuxième mention spéciale, c'est mes mentions spéciales essais. Parce que j'ai lu pas mal de documentaires cette année. Et du coup, il y en a deux qui ressortent du lot, on va dire. Donc la première, le premier essai, c'est Âme de sorcière de Odile Chabriac. Un essai slash développement personnel slash ésotérisme qui va parler de la notion de sorcellerie moderne et son application, sa mise en application dans la vie actuelle. C'est fait par je crois qu'Odile Chabriac est psychologue. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement intéressant, très doux au niveau du traitement, intéressant par rapport au contenu parce qu'il y a des choses que je ne connaissais absolument pas. L'ésotérisme, je m'y intéresse un petit peu, mais c'est pas quelque chose sur lequel je suis calée. Et là, franchement, il y avait beaucoup de choses de mise en application sur le lien avec la nature. C'était très intéressant et j'irai lire d'autres choses d'Odile Chabriac. Franchement, ça m'a donné envie d'aller lire d'autres choses de cette autrice. Et le deuxième essai, c'est Votre temps est l'infini de Fabien Olicard. C'est Audrey de la chaîne Chai Latte qui l'a lu en tout début d'année et qui voilà, très envie d'aller le lire. Je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai bouffé en 2 jours et franchement il y a des choses hyper intéressantes et instructives sur la façon de s'organiser au quotidien. Il y a des choses, bon, clairement on ne peut pas tout mettre en place parce que c'est pas faisable par le kidam moyen, la mise en place de tous les tips qu'il donne, mais il y en a certains, franchement c'est facile en fait à mettre en place et du coup ça permet de vraiment gagner du temps au quotidien. Et c'est quelque chose de très intéressant et assez ludique dans la façon dont c'est abordé. Moi, ça m'a donné envie d'aller lire d'autres livres de lui parce que je trouve que la façon dont il aborde les choses est très accessible et déculpabilisante par rapport à d'autres essayistes qui se mettent un petit peu au-dessus du lecteur. Et là, il est clairement au niveau, il se met au niveau des gens qui le lisent. La mention spéciale du livre à relire, c'est encore un essai, c'est un documentaire, c'est Le petit éloge de la lecture de Pef. C'est un livre, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu cet été les photos que j'ai publiées par rapport à ce livre-là, c'est un des livres que je le plus corné dans ma bibliothèque. C'est simple, il fait à peu près 120 pages et à peu près quasi toutes les pages qui sont cornées avec des extraits surlignés dedans parce que c'est c'est un petit peu comme un roman de Pénac.
c'est les livres à relire et à refeuilleter et à se réimprégner parce que c'est un éloge justement de la lecture et des lecteurs qui est très doux et très tendre et ça donne le sourire. Donc parfait. Avant de passer au tome 10 au roman, oui je vous fais mariner, je vais vous donner mon top 3 graphique, les vidéos des points lecture pour certains qui seront en barre d'infos. Le numéro 3 des graphiques de cette année, c'est l'Atelier des sorciers, clairement, de Kamomeshi Harahama chez Pika. Y a-t-il besoin de présenter ce manga? Je pense qu'on le voit partout en ce moment et je ne fais pas exception à la règle. J'ai adoré les graphismes, j'adore l'histoire, notamment sur les derniers tomes. Je trouve que ça évolue et ça se densifie beaucoup plus sur les derniers tomes et j'ai hâte là de lire le tome 7 qui est arrivé dans ma pile à lire à Noël dernier, spoiler. Voilà. Et puis voilà, de continuer cette série qui n'est pas encore terminée et je ne sais pas si elle va se terminer, mais ne terminez jamais cette série, elle est super. Le 2 de mon top graphique, c'est La rivière à l'envers de Max Lerminier en BD, donc en 2 tomes comme le roman de Jean-Claude Morleva. Je vous fais une présentation dans mon bilan saga, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien sûr, sans trop de surprise, le top graphique de cette année, c'est Bergère et guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet chez Glénat. C'était sublime, j'ai adoré les graphismes, l'histoire, les personnages, l'évolution de l'histoire dans le côté sombre. J'ai tout adoré. Et on passe maintenant, enfin, au top 10 de mes coups de cœur de cette année. Donc le premier, en 10e position, j'ai mis la série Phobos de Victor Dixon. Parce que j'ai enchaîné les tomes, parce que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé ce rythme de Page Turner, j'ai aimé l'univers qui a été créé et puis le diptyque entre l'intrigue sur Terre et l'intrigue sur Mars. Je vous mettrai le lien de mon point lecture de septembre en barre d'infos parce que j'ai lu les 3 premiers tomes. Le 4e est prévu. Et voilà, donc c'était un gros coup de cœur sur tous ces aspects-là. Le style, ça fait son job de page turner adolescent et puis voilà, ça donne envie d'aller lire la suite, donc c'est le but. En 9e position, j'ai mis Les Misérables de Victor Hugo. Là encore, je vous invite à aller voir mon point lecture de septembre. Une claque, la découverte du style de Victor Hugo et évoluer avec ces personnages emblématiques, souffrir, pleurer, rire avec eux parfois. Et c'est voilà, une épopée de folie. En 8e position, j'ai mis Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'ai lu à une période où ça allait pas trop cette année. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien, en fait. Je l'ai lu en un week-end. Les chapitres sont extrêmement courts, ça se lit très bien. Vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez être en colère. Bref, ça fait ressentir tout un panel d'émotions. Le personnage de Violette est super attachant. J'ai vraiment aimé ce roman. Je comprends pourquoi il a un tel succès et c'est une bouffée d'air frais. C'est vraiment très bon. En 7e position, j'ai mis Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Donc là, on va se retrouver dans dans un Paris inventé du début du siècle, où les créatures fantastiques sont légion. Et on va suivre un mage et une enchanteresse dans une suite d'enquêtes en fait, pour éviter des désastres en lien avec les créatures fantastiques. J'ai trouvé ça super beau déjà au niveau des descriptions de l'univers, on s'y croirait. Au niveau des personnages, les personnages de Griffon et
Isabelle de Saint-Gilles, ont une bonne évolution, je trouve, au niveau de leur relation, de la relation entre eux et du panel d'émotions en fait qu'ils montrent. Je trouve que ça fait un peu penser à tout ce qui est roman policier à la Agatha Christie un petit peu, avec une dimension fantastique hyper rafraîchissante en plus, très immersif comme univers. Et j'ai d'ailleurs lu la trilogie plus un recueil de contes qui s'appelle Contes et récits du Paris des Merveilles, où Pierre Pével fait une nouvelle et a proposé à 5 jeunes auteurs et autrices de faire une nouvelle dans son univers. Il les a invités dans son univers, je trouve le principe génial. D'ailleurs, il y a un deuxième, de ce que j'ai cru comprendre, il y a un deuxième recueil en préparation. Bon, à mon avis, avec tout ce qui s'est passé cette année, ça a un petit peu été retardé, mais j'espère qu'il sortira et j'ai hâte de repartir dans le Paris des Merveilles avec les personnages et avec d'autres personnages créés par ces nouveaux auteurs. En 6e position, je mets un livre que je vous présenterai dans le prochain point lecture, un de mes méga coups de cœur de décembre. C'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Voilà, c'est une claque monumentale ce roman. J'ai pleuré à n'en plus finir. J'avais du mal à lire en fait, tellement j'avais les larmes aux yeux. C'est hyper émouvant. On suit Connor qui a 13 ans et qui fait des cauchemars toutes les nuits. En fait, il y a Leaf du jardin qui vient le visiter. C'est une espèce d'entité monstrueuse comme ça et qui va commencer à lui raconter des histoires un petit peu sous forme de conte initiatique. Et le problème, c'est que Connor a un souci, c'est que sa mère est malade, très malade. Elle a un cancer voilà, évolutif. Et on va suivre cet ado qui est dans ce contexte complètement perturbant. Et voilà, il a tout à gérer en fait. Et c'est son espèce de combat pour essayer tant bien que mal de surmonter ça, de surmonter cette épreuve. Et voilà, c'est terrible, mais c'est sublime en fait. C'est vraiment très très bien décrit. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas d'apitoiement sur le destin de Connor. C'est vraiment ce personnage qui va voilà, essayer de sortir la tête de l'eau dans tout ça. Et sublimissime ce roman. En 5e position, oui, il se retrouve que là. Je suis étonnée moi-même, mais en même temps, il y avait tellement de choses super belles que voilà, même le Patrick Ness a failli lui passer devant, et encore, je me suis dit, bon, peut-être pas, mais voilà, il a failli se retrouver en 6e position. Donc en 5e position, les 2 derniers tomes de À la croisée des mondes de Phil Pullman, que j'ai lu en audio. C'était tellement chouette. Cette série est incroyable. On suit donc, je vais vous faire un peu le pitch du tome 1 parce que le tome 2, le tome 3 c'est encore plus élaboré. Mais dans le tome 1, on va suivre Lyra qui est une jeune ado qui vit dans un monde où les gens ont une partie de leur âme incarnée dans un démon, donc un animal qui fait partie d'eux en fait. Et elle va se retrouver dans une série de complots dans le Jordan College où elle habite. Et il va y avoir des enlèvements d'enfants et elle va essayer de retrouver son meilleur ami qui a été enlevé. Donc ça c'est le pitch du tome 1 et après ça part en live complet. Ça part dans une aventure où Lyra va aller dans le Grand Nord. Elle va traverser plein d'univers différents et il va y avoir toute une réflexion théologique et mystique sur l'unité de l'âme et sur une entité qui s'appelle la poussière. Voilà, il y a vraiment des réflexions politiques, théologiques, philosophiques et métaphysiques presque.
dans cette série de romans, pour moi, c'est pas du jeunesse, clairement, ou alors c'est pour des grands ados qui s'intéressent vraiment à des intrigues très poussées et pointues. On se rend compte en le lisant en tant qu'adulte qu'il y a vraiment des choses, voilà, quand on le lit, on fait ouah, il a vraiment dit ça. Et voilà, c'est des interprétations qu'on peut faire en tant qu'adulte que, à mon avis, les enfants ne sont pas capables d'appréhender. Mais pourquoi pas pour oui, des ados qui voudraient se lancer dans ça et voir juste le côté aventure en fait. Parce qu'il y a tout un côté aventure qui est tout à fait ben, appréciable en tant que tel sans avoir toutes les réflexions autour et la deuxième lecture qu'on peut en avoir. Donc une très très belle découverte que Philippe Pullman, et j'irai lire d'autres choses de cet auteur. En quatrième position, au pied du podium, c'est les recueils de poésie de Rupicor. Donc j'ai lu Lait et miel et j'ai lu Le soleil et ses fleurs. Donc Lait et miel, je l'ai lu en VO, donc c'est Milk and Honey. Et Le soleil et ses fleurs, par contre, je l'ai lu en VF. Quelle claque quelle claque que ce recueil de poésie avec cette poétesse. Ça m'a vraiment inspirée. Je remercie d'ailleurs Manon de la chaîne Batmanon prend son bouquin, parce que c'est grâce à ses posts Instagram que j'ai pu découvrir en fait le style et la plume en fait de Rupicor, et que ça m'a donné envie d'aller lire le premier recueil. Une expérience, comme souvent avec la poésie chez moi, c'est vraiment une expérience de lecture et quelque chose qui vous fait vous interroger sur vous-même et sur la façon dont vous vivez les choses, dont vous ressentez les choses. Et il y a vraiment des choses qui ont fait, enfin des poèmes et je sais pas, des phrases qui ont résonné en moi. C'est vraiment une poétesse qui me parle. Après, la poésie, c'est vrai que voilà, c'est qui tout double. Les gens sont soit hermétiques complètement, soit ça résonne à chaque fois. Moi, ça résonne pas forcément chez tous les poètes, mais il y en a certains. Et Rupicor fait partie du coup des poètes qui me parlent. Et j'ai hâte de voir son recueil suivant. Je crois qu'il est sorti, il me semble. Donc j'ai hâte de découvrir le prochain. Et on passe au top 3 de cette année 2020. En troisième position. Alors le top 3, il faut savoir que j'ai eu énormément de mal à les placer, parce que c'est vraiment mes grosses lectures coup de cœur de cette année. Et j'ai eu du mal à savoir lequel je mettais en premier, en deuxième, en troisième. J'ai du mal à les positionner en fait. En y réfléchissant bien, c'est ce qui me plaît le plus, parce que vraiment en y repensant, c'est celui que j'ai mis en premier, c'est vraiment celui qui m'a le plus touché de l'année. Donc, je vous fais pas attendre plus longtemps. En troisième position, j'ai mis Féline de Stéphane Servan. Donc là encore, c'est grâce à une recommandation Booktube. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est la comparaison de Mélie et Mélo de la chaîne Mélie Mélo de lecture, que j'avais vu qu'elles ont fait pour le PLIB 2019, 2020, 2019, je ne sais plus, enfin bref. Donc pour le PLIB, elles ont fait une comparaison sur ce titre et ça m'a tellement donné envie que je crois que la semaine suivante, j'ai acheté le roman et j'ai dû le lire dans la foulée. J'ai adoré. C'était percutant, on a envie à des moments de balancer le livre tellement ça nous énerve, parce que les réactions des gens sont absolument horripilantes face à cette jeune fille qui s'appelle Louise et qui va se retrouver à avoir une réaction sur son corps. Elle va se couvrir de poils et donc avoir cette mutation en fait dont sont victimes beaucoup de jeunes filles dans la société dans laquelle elle vit. Ça interroge beaucoup de choses, beaucoup de problématiques de notre société actuelle, et beaucoup de problématiques auxquelles sont confrontés les ados.
c'est écrit d'une façon en fait comme si c'était un documentaire et j'ai trouvé ça vraiment très percutant. C'est hyper percutant et c'est quelque chose que je relirai parce que voilà, le style de Stéphane Servan, j'ai été soufflée par la façon qu'il va décrire. Je me suis d'ailleurs procuré Sirius, que j'ai prévu de lire en 2021. C'est vraiment un auteur à découvrir avec ce titre ou avec un autre, mais pour le coup, là, moi, ça l'a fait totalement avec moi. Le 2, deuxième titre de cette année, numéro 2, c'est Le Jardin Arc-en-Ciel de Ito Ogawa. Là, je vous laisserai aller voir mon avis dans le point lecture de novembre, puisque c'est mon coup de cœur de novembre et franchement, il mérite sa deuxième place parce que ça a été une lecture hyper émouvante qui m'a fait ressentir des choses dingues. J'ai adoré les personnages, le style de Ito Ogawa est hyper doux et tendre et fait du bien en fait. Et l'histoire est vraiment hyper émouvante, hyper émouvante. Et voilà, si vous aimez tout ce qui est roman contemporain, récit familial, et lancez-vous parce que c'est sublime. Enfin, moi, d'autres Ito Ogawa sont prévus dans ma pile et ils seront prévus en 2021 parce que c'est vraiment une autrice que je vais suivre assidûment. Et le numéro 1 de mon année 2020, c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Je crois que c'est Manon de la chaîne Bad Manon prend son bouquin. Je vous mettrai la vidéo, sa vidéo de présentation en barre d'infos. Je crois que c'était dans son top 2019, mais qui m'a donné envie de le lire. Voilà, hallucinant ce livre, hallucinant. On va suivre Christmas, qui est un jeune garçon, un petit garçon qui émigre aux États-Unis, qui vient d'Italie, je crois, et qui émigre aux États-Unis dans les années 20, donc dans le New York des années 20. Et il va y avoir une sublime histoire d'amour. Il va y avoir des histoires de gang. Il va y avoir un lien hyper fort avec sa mère, avec des gens en fait qui vont graviter autour de ce personnage qui va grandir au fil du roman, devenir un ado et devenir un jeune homme. Ce personnage-là est vraiment est le personnage de Ruth, qui est son amie et son amie de cœur. Un roman à lire qui fait vraiment une épopée dans le New York des années 20, qui vous plonge complètement dans cette époque et vous suivez Christmas dans ses déboires et ses joie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. Une formidable fresque quasi historique de cette époque du New York des années 20. Si vous aimez tout ce qui est historique et tout ce qui est histoire d'amitié, d'amour, saga familiale, enfin, il y a de tout en fait dans ce roman. Donc lancez-vous et allez lire Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, et moi je vais lire d'autres livres de Luca Di Fulvio. C'est tout pour mon top 2020. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas, et pourquoi. Et puis, quels sont vos coups de cœur de cette année 2020 au niveau livresque. Je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine.